Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois ce matin, pour vous, Monsieur David Dinal, donc, qui est candidat aux élections législatives dans la 4e circonscription, celle du sud de la Martinique. Monsieur Dinal, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Alors, pour commencer, je vais vous demander, pour ceux de nos téléspectatrices et téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, mais vous êtes quand même quelqu'un de très connu, donc de vous présenter rapidement, et puis ensuite, nous verrons un peu comment les choses se passent sur le plan de ces élections législatives. Alors, je m'appelle David Dinal, je suis des Anses d'Arlet, je suis né à Petite-Anse. J'ai fait ma scolarité à Petite-Anse, ensuite au Diamant, 6e, 5e, et à Rivière-Salée, 4e, 3e, puis au lycée Schellcher. Par la suite, j'ai été enseignant pendant 3 ans, et après, je suis parti faire mes études de médecine. Je suis resté à Montpellier 12 ans, et je suis revenu en Martinique en 84, où j'ai commencé à exercer à l'hôpital de la Ménard, à l'hôpital du Carbet, avec des consultations avancées aux Trois-Îlets, à l'hôpital du Lorrain. Donc, j'ai couvert l'ensemble de la Martinique. Et puis, bien sûr, je me suis investi aussi dans la vie associative, le COSMA, le comité martiniquais de l'Olympisme. Et puis, bien sûr, nous avons mis en place des infrastructures pour les sportifs, le centre d'évaluation sport-santé pour le suivi des sportifs de haut niveau, comme des pratiquants de tous les jours, même des personnes âgées. Et bien sûr, en termes de formation, le diplôme universitaire sport-santé avec d'autres amis pour encadrer le sport. Et puis, le club cœur et santé, les parcours du cœur. Voilà, donc, je suis l'initiateur de ces parcours. Et puis, au niveau de mes activités professionnelles, j'ai mis en place aussi le centre de rééducation cardiovasculaire à la clinique Sainte-Marie. Après beaucoup de difficultés, ça a pris près de 10 ans parce qu'il fallait changer les esprits des uns et des autres et bien démontrer que la Martinique avait besoin de ça. Et je crois que la démonstration est apportée tous les jours. Oui, puisque au fait, nous formons, c'est pour accompagner la population dans tous ses besoins, et particulièrement pour moi dans mon domaine, dans l'offre de soins. L'offre de soins, c'est bien sûr tout ce qui est construction, tout ce qui est formation des personnels soignants, et puis la mise à disposition des moyens techniques, et bien sûr chercher les moyens financiers pour ça. Absolument. Et puis vous avez oublié peut-être un aspect, vous êtes quelqu'un qui s'est préoccupé depuis longtemps de sa commune, les Anses d'Arlet. Bien sûr, je suis depuis longtemps. Avant d'être candidat, j'ai été sportif au volley, dans d'autres pratiques, et puis bien sûr responsable d'association dans ma commune. Et puis je me suis présenté en 2001. Et donc, je suis conseiller municipal des Anses d'Arlet et je suis dans la commission aménagement du territoire, tourisme, pêche et développement économique. Donc, c'est une vie très, très active et vraiment très, très passionnante. Et vous aurez le temps d'être député ? Ah oui, mais si je suis député, je le serai à temps plein. Très bien. Donc, avant de passer au vif du sujet, donc sur le plan politique, vous êtes membre du PPM, que je sache, c'est bien ça ? Oui, je suis membre du PPM. D'accord. Et je fais partie de l'Alliance Martinique. Donc, je cours sur les couleurs, là, aujourd'hui, de l'Alliance Martinique. Parfait. Alors, M. Dinal, ces élections législatives viennent après une séquence qui était consacrée aux élections présidentielles. Rapidement, vous avez pensé quoi des résultats de ces présidentielles ? Ces résultats vous ont surpris, étonné, voire même choqué, puisqu'il y a eu des réactions diverses et variées, tant au premier tour qu'au second tour. Vous en avez pensé quoi ? Non, disons un militant n'est jamais surpris. Hein. Il y a une réalité, il y a quelque chose qui arrive, il faut l'analyser et bien comprendre. Pour moi, la population a surtout voulu, à mon avis, je ne sais pas seulement ça, sanctionner une politique, un gouvernement. Et donc, imaginez à l'inverse que les gens se seraient abstenus et que M. Macron serait passé largement, eh bien, il se croirait à terrain conquis et tout. Moi, je pense que c'est un coup de semonce
Et la population martiniquaise, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut démontrer qu'elle a des besoins et il fallait envoyer un message à celui qui était à la gouvernance et d'ailleurs qui est encore aujourd'hui à la gouvernance. Donc les élections législatives actuelles nous permettent aujourd'hui, à partir de ça, de demander, d'exiger un certain nombre de besoins de la population auprès de la gouvernance, c'est-à-dire de l'État et du gouvernement. Donc nous sommes vraiment dans cette période d'élection, nous devons aller dans la bonne direction et dans les bonnes réflexions pour pouvoir répondre aux questions d'aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce coup de semonce dont vous dites qu'il a été donné donc, au président sortant, qui a été réélu, s'adressait aussi un peu aux élus martiniquais, aux élus locaux, même territoriaux, communaux, mais bien des sûr. Non, le communautés. message est pour tout le monde. Hein. La population interpelle ceux qui sont élus pour leur dire bon, ben voilà, il faut peut-être changer de braquet, il faut prendre d'autres directions, il faut mieux s'occuper de nous. Donc, je suis tout à fait dans cette réflexion, puisque à partir de ça, il faut savoir que veut la population. On discute. Et puis, bien sûr, leur faire des propositions suite au diagnostic qu'on fait au niveau de la société, au niveau des entreprises, au niveau de tout, quoi. Alors, bon, la circonscription sud, c'est une circonscription un peu emblématique, on va dire, en Martinique. Hein. Tout le monde se souvient, enfin, en tout cas, ceux qui ont quand même un certain âge, peuvent se souvenir des débats et des empoignades entre Georges Huassian et Victor Sablé à l'époque, hein, dans les années 60-70. Bon, aujourd'hui, bon, il y a un certain nombre de candidats, je crois qu'il y a 14 candidats ou quelque chose comme ça. Il y a 14. Et dont l'ancien président de la collectivité territoriale de Martinique. Comment vous appréhendez cette circonscription ? Eh ben, et cette diversité de candidats, parce que ça fait du monde. C'est ma circonscription, je suis un enfant du Sud. Hein. Vous avez vu mon parcours, les Anses d'Arlès jusqu'à Fort-de-France, je suis un enfant du Sud, ancré dans le Sud. Et donc, effectivement, vous me rappelez, quand j'avais 6 ou 7 ans, je me souviens des grandes batailles entre Huassian et Sablé, où vraiment, je ne comprenais pas encore, mais ça faisait du bruit. Et bien, même avec des conques de lambi pour empêcher aux autres de parler. Vous voyez, donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu tous les élections qu'on a eues. Et moi, personnellement, il y a une partie que je n'ai pas suivie, puisque je suis revenu en 84. Mais à partir de 84, je me suis toujours impliqué dedans. Aujourd'hui, le débat se poursuit. Ce que je souhaite que ce débat se fasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, aille sur le fond, c'est-à-dire la réalité de cette élection, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper des lois et des lois qu'il faut adapter. Alors, en dehors de ça, je suis pas dans le style des joutes électorales juste pour affronter quelqu'un. Je suis un sportif, donc je respecte les uns et les autres, mais je veux que ça aille dans... Vous avez des concurrents, pas d'ennemis. Non, il n'y a jamais d'ennemis entre Martiniquais. Il y a des concurrents. Et puis, je ne parle même pas d'adversaires. Nous sommes dans une concurrence et nous devons présenter à la population notre vision du développement, notre vision de la gestion du pays. Et c'est ce qui m'importe. Hein. Je respecte tout le monde. Et il faut qu'on me respecte aussi, bien sûr. Et donc, je veux aller dans un débat de fond. Et comme on dit, je ne veux pas ni cancan, ni mépris. Mais voilà. Alors, vous avez abordé rapidement la question. Bon, quels sont pour vous les principaux enjeux de la circonscription, avec ceci quand même, dont qu'il ne faut pas oublier, le député, même élu d'une circonscription, est député de la Martinique. Hein. Ah ouais, il est le député de la Martinique et député de la France aussi. C'est un député français. Absolument. Alors ça, il faut le comprendre. Et pour moi, aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes causes martiniquaises. On va y revenir. Des grandes causes martiniquaises, il faut d'abord bien les montrer, faire le diagnostic, et ensuite, à partir de ces grandes causes, voir quelles propositions que peut apporter le député. Parce qu'une élection législative, c'est pas une élection municipale, c'est même pas une élection de la CTM. Bon, à partir de ça, il faut définir les grandes causes martiniquaises. Et ensuite, quel est le rôle du député? Le député, il est là pour faire les lois, il est là pour contrôler le gouvernement, et il est là aussi pour s'appuyer
avec la population, donc savoir que veut la population, être en contact de la population et surtout être en relation étroite avec les collectivités locales. Les collectivités locales, qu'il s'agisse des mairies, des communautés d'agglomération et surtout la collectivité majeure qui est la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. C'est comme ça que je vois les choses et à ce moment, on porte les messages, on porte les besoins devant l'Assemblée nationale et face au gouvernement. Et bien sûr, les ministères et le reste. Donc, il faut bien que la population comprenne que les enjeux de cette élection et surtout dans quelle direction il faut aller et qu'est-ce qu'il faut faire. Le député n'est pas le maire, le député n'est pas le conseiller territorial, mais il doit travailler avec eux. Tout à fait. Alors, mais est-ce que dans ces élections législatives, il n'y a pas un enjeu particulier qui n'existait pas en 2017, qui n'existait peut-être pas 5 ans auparavant, en 2012, du fait de la création de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale? Bon, comment vous vous situez par rapport à ça? Moi, ce qui est important, cette nouvelle union, elle se fait là-bas, dans l'Hexagone. Nous aussi, nous devons réfléchir. Cette union, elle vient de se faire, on ne la connaît pas suffisamment, on n'a pas tous les fondements, on a simplement l'expérience, il faut le reconnaître, de la gauche plurielle de Lionel Jospin, c'était en 1997. 1997, la gauche plurielle, où il s'était rassemblé, et puis qui avait permis de permettre une cohabitation avec M. Chirac. Donc ensuite, par la suite, ils ont gouverné, et c'est là, à travers les 3 cohabitations qu'on a eues, celle de Mitterrand avec Chirac, celle de Mitterrand avec Balladur, et celle de Chirac avec Jospin. Et bien sûr, ça nous a permis de sortir du présidentialisme dominant et pour permettre à l'Assemblée de mieux, exercer son pouvoir de proposition, mais son pouvoir de contrôle de l'exécutif. Donc, à mon avis, j'ai trouvé que c'était des expériences politiques et des expériences législatives très intéressantes. Sur l'aspect contrôle, justement, du gouvernement, contrôle politique, est-ce que vous pensez que nos parlementaires, d'une manière générale, je ne veux pas faire d'individualisation, en font assez? Je veux prendre un exemple pour illustrer ma pensée. Cette jeune fille qu'on est venue à 6 heures du matin, qu'on est venu interpeller chez elle, à qui on a mis des menottes, et qui, semble-t-il, selon ses avocats, répondait à toutes les convocations qui lui ont été adressées par la police. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part de nos parlementaires, sénateurs comme députés, tout de même quelque chose à dire à l'État sur des pratiques dont on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui les fonde? Ah oui, mais bien sûr, puisque le parlementaire, qu'il soit sénateur ou député, c'est un homme de loi qui propose des lois, qui vote les lois. Donc quand l'application de la loi se fait dans un sens qui n'est pas dans le sens de la démocratie, ni dans le sens du respect des droits des individus, bien sûr, le parlementaire doit le faire. Et même le citoyen aussi. Donc voilà, donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'application de la loi, il faut le dénoncer et il faut monter au créneau. Alors, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est un exemple particulier. C'est un exemple particulier, mais c'est valable pour bien d'autres exemples. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays démocratique, donc la loi ne doit pas être dictatoriale, elle ne doit pas se faire de n'importe quel moment. Et ni de n'importe quelle manière, pardon. Et par exemple, sur la question de la prolifération des armes, et notamment des armes à feu, est-ce que là non plus, il n'y aurait pas quelque chose à faire? Parce que ce sont des questions qui inquiètent beaucoup de nos compatriotes. Oui, mais de toute façon... Il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'entende pas... Non, mais de toute façon, les politiques en Martinique sont déjà montés au créneau il faut dénoncer ça. Mais aller plus loin. Non, mais aller plus loin, c'est demander au gouvernement, demander à ceux qui sont en gouvernance d'empêcher que ça ne se fasse. Donc, que ce soit le citoyen aussi. Au fait, en Martinique, tout le monde dénonce ça. Mais demain, ce qu'il faut demain, c'est quelle solution, quelle pratique,
qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? Les syndicats de police on a déjà à plusieurs reprises que leurs effectifs, qui n'ont ni les effectifs ni les moyens matériels qui à hauteur des enjeux auxquels ils sont confrontés. Hein. Ouais, ça, ils l'ont dit déjà, hein, c'est pas une nouveauté. Mais ça. En plus, la Martinique est particulière. Hein. Enfin, nous sommes une île, on n'a pas de frontières réelles, voilà. On ne peut pas tout contrôler, d'où la nécessité de voir encore, c'est un sujet important, l'application des lois. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner des exemples. Le mouillage sauvage sur les côtes de Martinique, depuis Sainte-Anne, Marin, Anse-d'Arlet, surtout la côte Caraïbe, eh bien, il faut absolument que l'application des lois se fasse autrement. Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une participation, une cogestion de ça, à mon avis, de la CTM, des élus locaux, et pas la toute-puissance du directeur de la mer, voire du préfet. Donc ça c'est des sujets d'application des lois et d'organisation de l'application des lois. Donc le débat est ouvert sur ça. Et moi, je suis tout à fait sensible à ça et il faut travailler dans ce sens. C'est un sujet que vous allez porter si vous êtes élu, monsieur? Ah mais bien sûr, le mouillage, puisque en tant qu'élu de la CTM, j'ai participé récemment aux Anse-d'Arlet avec la mairie des Anse-d'Arlet et l'Espace Sud, ainsi que l'Espace Sud et puis les associations citoyennes et les associations de marins-pêcheurs sur le problème des mouillages sauvages. Bon, on ne peut pas développer ça là maintenant, mais c'est certain que c'est un sujet qui est d'actualité et qui gêne l'activité des marins-pêcheurs et qui sont des sources de pollution puisque ces gens-là ne sont pas contrôlés. Donc voilà, bon, ça c'est un sujet qu'il faudra que de manière générale qu'on prenne en main, tous. Est-ce que c'est pas lié au fait que les activités économiques qui sont liées à la plaisance et au nautisme arrivent à mieux se faire entendre des pouvoirs publics et d'une manière générale, hein, je ne veux décriminer personne, que les associations dont vous avez parlé, citoyennes, qui se plaignent. J'ai même eu, je n'ai pas entendu dire, je sais même qu'une commune a décidé de fermer l'eau dans un cimetière parce que les plaisanciers venaient s'approvisionner en eau potable directement là et que ça commençait à bien faire. Oui, parce que ça coûte aux communes d'accueillir sur leur côte. Nous sommes dans le rôle de l'État. Les municipalités ne contrôlent que les 300 mètres marins. Encore que dans ces 300 mètres marins, ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. C'est pas normal. Donc ça, il faut l'approfondir. Ça, il faut monter au créneau. Bon, je sais, en étant à la CTM, que nous allons ouvrir, ça a été décidé, le congrès. Puisque après la LOM, la loi du 27 juillet 2011 nous donne la possibilité de réunir le congrès, c'est-à-dire tous les élus de la CTM, les élus des EPCI et puis les maires. Donc ça, ce sont des sujets que nous aurons à aborder dans les mois, dans les semaines et mois à venir, après les élections législatives. Ce sont des enjeux importants de la relation entre nos collectivités locales et l'État dans la gestion. Nous ne sommes pas là pour remplacer l'État, mais nous voulons être co-gestionnaires et travailler en partenariat, mais réel, pas en tant que simplement sous-fif de qui que ce soit. Il faut que l'État sorte dans son aspect jacobin et soit beaucoup plus de proximité. Nous ne sommes pas les seuls, hein, parce que les grandes régions de France aujourd'hui demandent aussi que la décentralisation puisse se faire de manière beaucoup plus en proximité avec la gestion des territoires. Bon, ça tombe bien, dans le quinquennat de M. Macron, le précédente législature, on a recentralisé l'apprentissage au niveau national, alors que l'apprentissage était une compétence à l'époque des régions et donc de la CTM. Est-ce que c'est une disposition législative sur laquelle vous allez proposer de revenir, puisqu'elle est issue de la loi de Mme Pénicaud de septembre 2018, la fameuse loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Aujourd'hui, la collectivité territoriale de Martinique n'a strictement aucun rôle en matière d'apprentissage. Non, mais il faut justement, ça va en droit fil de ce que je viens de dire. Pourquoi l'Allemagne est aussi dynamique? Parce que l'Allemagne, c'est très décentralisé. Vous avez les Länder, on n'est pas dans le centralisme parisien. Et surtout, pourquoi l'apprentissage est aussi productif en Allemagne? C'est parce qu'ils voient les choses autrement.
La France veut tout ramener à Paris. Il faut qu'on arrête avec ça. Très bien. Alors, dites-moi, monsieur Dinal, en dehors de... Quelles sont si vous aviez à énumérer, disons, les principales dispositions qu'en tant que député, vous seriez le porteur, hein, avec évidemment d'autres, hein, puisqu'il y a un intergroupe au niveau des territoires ultramarins, d'une part, et puis bon, il y a tout de même une perspective, on ne sait pas, c'est une hypothèse, c'est une perspective. Les élections législatives peuvent déboucher sur une cohabitation, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure vous-même. Donc, quels sont si vous aviez à énumérer quelques sujets en dehors de ceux que vous avez cités? Non, c'est-à-dire que pour moi, c'est d'abord les grandes causes martiniquaises. Nous avons, je peux les énumérer rapidement, il y a une dizaine. Nous avons la vie chère, la santé, les problèmes d'environnement avec sargasses et chlordécone qu'il faut poursuivre. Nous avons la pauvreté en Martinique, donc comment dirais-je, les retraites des personnes de conditions modestes. Nous avons aussi l'eau et l'assainissement, même si l'eau et l'assainissement, aujourd'hui, ce sont les collectivités locales, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, mais pendant des années, c'est l'État qui n'a pas fait le travail. Donc aujourd'hui, l'héritage qui est là, il faut interpeller l'État sur cet héritage pour que l'État prenne aussi ses responsabilités pour l'eau. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui est, comment dirais-je, nos aînés. Il y a le vieillissement. Comment les aider à vieillir dans l'habitat, dans l'encadrement, les personnes, comment dirais-je, les auxiliaires de vie, comment les former. Donc là, on peut le faire en partenariat avec l'État. Donc vous avez beaucoup de sujets. Mais tout ça, pour moi, doit se faire par l'application des lois. Parce que nous avons des lois, par exemple, les lois sont là, mais les appliquer, ça fait qu'il y a un manque d'efficacité ici dans l'application des lois. Au niveau des retraites, il y a des personnes qui n'ont pas le même niveau de retraite qu'ils auraient dû avoir par rapport à la métropole. Donc il nous faut reprendre tout ça. Donc nous sommes dans un cadre de loi, puisque ce sont les législatives, l'adaptation des lois, les habilitations, c'est-à-dire la possibilité de faire appliquer la loi de manière vraiment en proximité, selon les besoins, selon les réalités, c'est dans la loi, puisque c'est dans la loi de juillet 2011. Donc c'est à nous de nous battre, c'est à nous de nous entourer des juristes, c'est à nous de nous entourer de tout ce qu'il faut pour faire des propositions à l'Assemblée nationale, mais aussi au gouvernement. Donc c'est ça l'enjeu, les enjeux et même. Et aussi à la population. Non, mais en partant de la population, et c'est l'occasion, à travers cette campagne, je le dis, d'expliquer ces besoins-là, d'expliquer tout ça à la population, puisque nous avons un devoir en tant que militants, en tant que politiques, un devoir d'information, voire un devoir d'éducation politique de notre population, au lieu de rentrer soit dans des cancans, soit par l'État mal comme ça. Non, il faut sortir de ça pour qu'on puisse sauver le pays, apporter des conditions nouvelles pour la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, l'éducation, la formation, les programmes d'éducation. J'ai discuté beaucoup avec des syndicats de l'enseignement, de l'éducation, qu'il faut adapter les programmes, il faut adapter le nombre d'élèves, il faut vraiment, puisque nous sommes dans des zones particulières, c'est ce qu'on appelle les ZEP, je ne sais pas si ça a changé, mais toujours est-il que dans l'éducation, il faut que nos jeunes puissent être mieux encadrés, que les enseignants soient plus nombreux, que les enseignants aient plus de moyens. Donc voilà l'enjeu de cette législative, parce que la relation se fait directement avec l'éducation nationale, avec l'Assemblée, avec les ministères. Donc le député, c'est son rôle, en s'appuyant sur les professionnels que sont les parents là dans l'éducation, en s'appuyant sur les co-représentés, c'est-à-dire les syndicats, les familles et tout, et puis faire avancer, parce que c'est ensemble, nous pouvons avancer. Le député n'est pas l'homme providentiel, hein. Absolument. Il s'appuie sur sa population, il est face au gouvernement, et il est face à l'Assemblée, et voilà. Eh bien, M. Dinal, nos 25 minutes qui nous étaient imparties sont terminées. J'espère que les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision ont entendu vos explications. Et si ce n'était pas le cas, je les convie à écouter vos conférences. Je suppose que vous en tenez plusieurs dans la circonscription sud. Bon, et donc,
que fort de ces éléments-là, ben, chacun aura à cœur de faire le choix qui est le meilleur possible. Oui. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu au nom de mon groupe, au nom de la population. Mais si j'ai un message à passer, c'est d'abord qu'on aille voter. C'est une élection citoyenne. Ça m'a fait de la peine en 2017 de voir qu'il y avait 20% de participation, mais après tout le monde crie. C'est une élection qui a un enjeu fondamental, c'est l'avenir du pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos entreprises, l'avenir de la protection et du bien-être de la population et surtout, dans mon domaine, celui de la santé, parce que les hôpitaux ainsi que les infrastructures sont dégradées. Les soignants qui sont venus, eux-mêmes, ont dénoncé ça en arrivant à Paris. Disent que ça, c'est pas la République, ça, c'est pas la France. Eh bien, profitons de ça pour aller plus loin, mais aller dans le vrai débat de fond pour qu'on puisse faire avancer la Martinique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dinal.